Donald Trump annonce une nouvelle guerre et cette fois-ci elle concerne une drogue, le fentanyl. Donald Trump la qualifie d'arme de destruction massive. Mais alors quelle est la situation et quel est vraiment l'objectif de Trump derrière cette déclaration? Vous allez le voir, ce n'est pas une déclaration anodine. En réalité, il y a aussi des motivations politiques derrière. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio. Au passage, très rapidement, je tiens juste à vous remercier puisque notre bande dessinée Hugo Décrypte en Russie figure parmi les meilleures ventes en cette fin d'année en librairie. Merci vraiment pour votre confiance et pour tous vos retours. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un roman graphique. On me suit en train de voyager à travers les époques, rencontrer un certain nombre de personnages historiques. L'idée étant de se plonger et d'analyser l'histoire de la Russie, mais aussi de mieux comprendre ce qui se joue actuellement sous nos yeux et ce dont on parle au quotidien. Alors à l'occasion de Noël, on a rouvert pour quelques jours notre boutique en ligne pour ceux qui veulent la commander et avoir en plus, comme on l'avait fait au lancement, un livret bonus donc en plus de la BD qui raconte les coulisses de la fabrication de cette bande dessinée. Si vous commandez d'ici jeudi, vous pourrez la recevoir avant Noël, donc je vous mets le lien directement en description vers la boutique. Et autrement, pour ce qui est de la version classique en quelque sorte, elle est toujours évidemment dispo partout, en ligne et chez votre libraire près de chez vous. Alors concernant notre sujet du jour, le fentanyl, c'est donc un opiacé qui est utilisé à l'origine en médecine comme un antidouleur plus puissant que la morphine, mais il est souvent détourné de son usage médical et consommé donc comme drogue avec des effets extrêmement dangereux. En fait, lorsqu'une dose de fentanyl est injectée, fumée, reniflée ou ingérée à des fins non médicales, ça peut provoquer des euphories ou encore des somnolences, et en raison de la puissance de ses effets, il est 20 à 40 fois plus puissant que l'héroïne et 100 fois plus puissant que la morphine. Le fentanyl accroît aussi considérablement le risque de devenir dépendant, et le fentanyl est si puissant que quelques microgrammes de trop peuvent suffire à provoquer une overdose. Aujourd'hui, il y a donc de très nombreuses personnes qui sont dépendantes de ce type de drogue et donc de cette catégorie de drogue que l'on appelle les opiacés. Mais il faut savoir que pendant des années, plusieurs laboratoires pharmaceutiques aux États-Unis ont mis en avant ces opiacés et ont notamment présenté ces substances de façon complètement détournée en affirmant qu'ils présentaient un risque très faible en matière d'addiction. Cette politique commerciale trompeuse, elle a provoqué une dépendance chez des millions de patients et une partie des personnes devenues dépendantes à ces opiacés se sont ensuite tournées donc vers d'autres types d'opiacés, notamment le fentanyl. Le fentanyl qui s'est depuis donc propagé et développé avec le trafic. Aux États-Unis, je pense que vous le savez, mais c'est un problème absolument majeur puisque selon les autorités fédérales, les overdoses sont désormais la principale cause de décès évitable chez les 18-45 ans, devant les suicides, les accidents de la route ou encore les morts par arme à feu. Aux États-Unis en 2024, c'est environ 80 000 personnes qui sont mortes d'overdose, dont près de 48 000 à cause des opioïdes de synthèse. Donc on retrouve dans cette catégorie-là le fentanyl. À noter tout de même que c'est un chiffre qui est en baisse heureusement d'environ 25% par rapport à l'année précédente. Donc on parle quand même de près de 30 000 décès en moins. C'est par ailleurs les chiffres les plus bas sur les 5 dernières années, donc là aussi on voit une évolution qui est importante. C'est une baisse qui est liée notamment à une évolution dans les traitements avec des traitements de substitution aux opioïdes qui permettent par exemple aux personnes dépendantes du fentanyl de réduire progressivement leur consommation sans passer par un sevrage brutal, et donc ça aide certains à arrêter. Mais donc vous l'avez compris, même si c'est des chiffres heureusement en baisse, il y a toujours chaque année des dizaines de milliers d'Américains qui continuent à en mourir. Alors sur la politique menée par Donald Trump depuis son retour au pouvoir, certains estiment qu'il met l'accent sur la répression du trafic de drogue, en mobilisant par exemple beaucoup la police et plusieurs agences fédérales, mais certains estiment qu'en parallèle, il y a un retrait sur les questions liées à la santé publique. On peut noter par exemple que Donald Trump a engagé des coupes dans des financements publics à de nombreuses agences de santé, et ces coupes, elles menacent directement des dispositifs locaux de réduction des risques et de prise en charge des personnes qui sont accros au fentanyl. Voilà donc pour le contexte global qui est quand même important à comprendre, mais c'est donc dans ce contexte que Donald Trump a signé ce lundi un décret qui classe cette drogue comme, je cite, une arme de destruction massive. Alors là-dessus, il faut savoir que les États-Unis accusent depuis longtemps la Chine de faciliter l'importation aux États-Unis de molécules qui sont nécessaires à sa fabrication. Faut noter au passage que c'était l'un des arguments affichés par le gouvernement américain. Donald Trump, il y a quelques mois, dans sa guerre commerciale avec la Chine, où il avait augmenté subitement et de façon extrêmement importante les droits de douane sur les produits qui venaient de Chine, il avait mis en avant cette question donc du fentanyl, même si évidemment derrière, il n'y avait pas qu'une question de fentanyl, en réalité, il y avait surtout une vraie guerre commerciale. Mais de la même façon, Donald Trump a aussi reproché au Canada ou encore au Mexique de ne pas empêcher suffisamment l'entrée clandestine du fentanyl aux États-Unis. Alors pourquoi ce décret et pourquoi parler d'armes de destruction massive? Selon Pam Bondi, qui est la ministre de la Justice et très proche de Trump, le décret, il permettra, je cite, d'engager immédiatement
immédiatement des enquêtes et des poursuites concernant le trafic du fentanyl. Sauf que derrière tout ça, pour de nombreux analystes, c'est surtout une manœuvre politique. En fait, en assimilant la lutte contre le fentanyl à la lutte contre le terrorisme notamment, et en utilisant des termes comme arme de destruction massive, Donald Trump, il souligne l'urgence, il souligne le danger en l'occurrence du fentanyl qui est réel, mais tout cela peut aussi lui permettre potentiellement de mener certaines politiques, notamment à l'étranger. En effet, et comme le souligne notamment le média le Financial Times, cette déclaration de Trump et cette qualification d'arme de destruction massive, ça arrive dans un contexte où les États-Unis, ils font pression sur un certain nombre de pays d'Amérique latine au sujet de la question du trafic de drogue, et surtout plus précisément, Donald Trump accentue ces derniers jours sa pression sur le président du Venezuela qu'il accuse d'être lié à des cartels de drogue. Alors toujours selon le Financial Times, ce décret de Trump, il pourrait en réalité servir à élargir la justification légale dont dispose Donald Trump pour intensifier les opérations militaires dans la région, notamment près du Venezuela où des bombardements sont régulièrement effectués par l'armée américaine sur des embarcations que Trump accuse depuis des semaines d'être des embarcations de trafiquants de drogue. Et pourtant, ce qu'il faut tout de même rappeler là aussi pour bien analyser la situation, c'est que Trump évoque régulièrement au quotidien la question du Venezuela, alors que le Venezuela, ce n'est pas le principal importateur de drogue aux États-Unis. En réalité, la majorité de la drogue illicite, elle vient principalement du Mexique. Alors derrière cette focalisation donc sur le narcotrafic au Venezuela, Donald Trump, selon certains, serait également motivé par d'autres questions. Déjà le fait que le Venezuela est perçu comme un adversaire idéologique des États-Unis, en raison notamment de ses alliances avec l'Iran ou encore la Chine, et globalement en fait Nicolas Maduro, qui est perçu comme un socialiste à l'opposé politiquement de Donald Trump. Certains estiment qu'il y a potentiellement aussi du côté de Donald Trump une question et une réflexion autour d'une potentielle captation de ressources naturelles au Venezuela et notamment des ressources importantes de pétrole. Dans tous les cas donc, on suivra l'évolution de la situation, mais ça me paraissait essentiel de bien comprendre encore une fois les causes et les conséquences de cette question du trafic de drogue et du fentanyl. Comme promis, vous le savez, je vous tiens au courant, je vous laisse avec Léa pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette info. Emmanuel Macron était à Marseille ce mardi, un mois après l'assassinat de Mehdi Kessassi, qui est le petit frère du militant Amine Kessassi qui lutte contre le narcotrafic à Marseille. Mehdi a été tué par balle le 13 novembre en pleine journée par 2 tireurs en moto. Des enquêtes sont actuellement en cours, mais aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. Selon la justice, cet assassinat pourrait être un avertissement à tous ceux qui luttent contre le narcotrafic. Alors lors de sa visite à Marseille, Emmanuel Macron s'est donc rendu sur la tombe de Mehdi Kessassi en présence de son frère Amine. En 2024, 110 personnes sont mortes et 350 ont été blessées en lien avec le narcotrafic, selon un rapport confidentiel de l'Office anti-stupéfiants. Face à ça, le gouvernement avait annoncé le lancement des opérations PlaceNet XXL en mars 2024 pour démanteler notamment les réseaux de trafic de stupéfiants. Puis plus récemment, début octobre, une cellule anticorruption a été créée. L'objectif, centraliser toutes les affaires de corruption concernant des policiers, des gendarmes, des douaniers, des agents pénitentiaires, le personnel de justice ou encore des élus. Pour le moment, 18 dossiers ont déjà été ouverts selon le parquet de Marseille et 2 agentes administratives du tribunal judiciaire de Marseille ont été mises en examen pour consultation illégale d'informations sensibles relatives aux affaires de narcotrafic. Autre mesure pour lutter contre le narcotrafic, Emmanuel Macron a annoncé ce mardi depuis Marseille que l'amende pour les consommateurs de drogue allait passer de 200 à 500 euros. L'objectif affiché est, je cite, de taper au portefeuille des consommateurs. De son côté, Amine Kessassi a appelé de nouveau à créer une convention citoyenne de la lutte contre le narcotrafic sur Issy-Provence ce mardi. Selon lui, il faut créer, je cite, un espace de parole et donner la parole à ces gens qui aujourd'hui se taisent. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Deuxième actu, suite à l'attaque terroriste antisémite qui a fait au moins 15 morts et 42 blessés à Sydney, le gouvernement australien a annoncé le renforcement de sa législation sur les armes à feu. On en parlait hier, ce dimanche, un père et son fils ont tiré sur un rassemblement pour la fête juive de Hanouka sur la plage de Bondi. Sur les vidéos filmées par les passants, on peut voir qu'ils étaient armés de 2 fusils de précision, d'au moins un fusil de chasse et de ceintures de munitions. Sajid Akram, le père, détenait un permis de port d'armes à usage récréatif depuis 2023, selon les autorités, qui l'autorisaient à posséder un nombre illimité de certains types de fusils. Au total, il en possédait 6, tous enregistrés, dont 4 ont été retrouvés sur les lieux de l'attaque. Alors, dans l'objectif d'éviter d'autres tueries de masse, le Premier ministre australien a donc annoncé vouloir durcir la législation sur les armes à feu. Selon lui, les licences d'armes à feu ne devraient pas être perpétuelles, donc attribuées à vie.
vie. Le Premier ministre a également déclaré ce mardi que l'attaque semble avoir été motivée par l'idéologie de l'État islamique. 2 drapeaux de l'État islamique confectionnés à la main ont été retrouvés dans le véhicule du fils, selon les autorités. Le Premier ministre a aussi précisé qu'une enquête est en cours sur un voyage effectué en novembre par le père et le fils aux Philippines. Le sud de l'archipel est réputé pour abriter des foyers extrémistes, dont certains ont déjà été liés à des attentats djihadistes. Troisième actu, déployer une force multinationale en Ukraine en cas de cessez-le-feu, c'est ce qu'ont proposé plusieurs pays européens, notamment la France ou encore l'Allemagne, qui étaient réunis à Berlin ce lundi aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'objectif, fournir à l'Ukraine des garanties de sécurité solides et des mesures de soutien pour sa reprise économique dans le cadre d'un accord visant à mettre fin à la guerre avec la Russie. Alors concrètement, cette force multinationale serait composée de 800 000 soldats maximum envoyés par les pays volontaires pour maintenir la paix. Elle serait dirigée par l'Union européenne et soutenue par les États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis ont déclaré qu'ils n'enverraient probablement pas de soldats en Ukraine dans le cadre de la force internationale. Ça pourrait plutôt prendre la forme d'une assistance militaire, selon un haut responsable américain, et comme le prévoit l'article 5 du traité de l'OTAN, cette alliance militaire de pays occidentaux. De son côté, Volodymyr Zelensky s'est félicité, je cite, des progrès dans les négociations avec les États-Unis. Mais pour le moment, aucun cessez-le-feu n'a encore été conclu en Ukraine. Les dirigeants européens estiment que la balle est désormais dans le camp de la Russie, qui a déclaré, je cite, ne pas avoir vu les propositions européennes pour le moment. Quatrième actu, l'ancien chef de guerre congolais, Roger Lumbala, a été condamné ce lundi à 30 ans de prison pour complicité de crimes contre l'humanité par la cour d'assises de Paris. Il a été reconnu coupable d'actes commis entre 2002 et 2003 en République démocratique du Congo, alors qu'il dirigeait le Rassemblement congolais pour la démocratie nationale, un groupe rebelle actif dans l'est du pays. Ce mouvement est reconnu responsable d'un système de violence généralisé, à savoir des meurtres, des viols, de l'esclavage sexuel, du travail forcé, des tortures, des pillages et des exécutions sommaires. Ces violences ont notamment été commises pendant l'opération nommée Effacer le tableau, lors de laquelle il a pris possession de la ville de Mombasa, à l'est du pays, causant la mort de plus de 170 personnes. Roger Lumbala dispose de 10 jours pour faire appel de la décision. Le procès, qui s'est tenu au tribunal de Paris, a été fait en vertu de la juridiction universelle. En gros, c'est un principe de droit international selon lequel un tribunal national peut juger certains crimes extrêmement graves, même s'ils n'ont pas été commis sur son territoire, par des étrangers contre des victimes étrangères et sans lien direct avec le pays qui juge. En tout cas, c'est la première fois qu'un tribunal national condamne un ancien chef de guerre congolais pour des crimes commis dans cette région du pays. Cinquième actu, l'année 2025 se classera au 3e ou 4e rang des années les plus chaudes que la France ait connues depuis le début des mesures en 1900, selon un bilan climatique publié par Météo France ce lundi. Elle se situera derrière 2022 et 2023 et peut-être 2020, mais devant l'année 2024. En 2025, un jour sur 2 a enregistré des températures supérieures aux moyennes de saison et les records de chaleur ont été 10 fois plus nombreux que les records de froid. 2 canicules ont été recensées cet été contre aucune vague de froid cet hiver. La canicule, c'est une période de chaleur intense et durable qui s'étend sur au moins 3 jours consécutifs, de jour comme de nuit. Les températures estivales ont souvent avoisiné les 35 à 40 degrés, entraînant des incendies majeurs avec plus de 30 000 hectares brûlés entre mai et août. Un manque de neige a aussi été observé sur l'ensemble des montagnes. Selon Météo France, le réchauffement climatique devrait encore s'intensifier avec des vagues de chaleur plus fréquentes, un temps plus sec et un risque d'incendie accru dans les prochaines années. D'ici 2050, une année aussi chaude que 2025 devrait être normale. Sixième actu, la Biélorussie a libéré ce samedi 123 prisonniers politiques, dont Ales Bialiatski, lauréat du prix Nobel de la paix 2022, et l'opposante au régime, Maria Kolesnikova. Ces libérations interviennent après des accords conclus entre le gouvernement biélorusse et les États-Unis, notamment la levée de sanctions économiques. Ales Bialiatski et Maria Kolesnikova avaient été arrêtés et emprisonnés après des manifestations de contestation suite à l'élection présidentielle de 2020. Alors, 114 des 123 prisonniers libérés ont été transférés en Ukraine et ils pourront ensuite rejoindre la Pologne et la Lituanie. Les États-Unis ont salué, je cite, une étape importante dans les relations entre les deux pays et se disent prêts à poursuivre le dialogue pour la libération d'autres prisonniers politiques. À noter que la Biélorussie est très dépendante de la Russie et qu'elle est connue pour emprisonner ses opposants. Le pays s'en sert pour négocier avec les puissances étrangères, comme en septembre lorsqu'elle avait libéré 52 prisonniers contre la levée de sanctions économiques contre une de ses compagnies aériennes. À ce jour, la Biélorussie compte 1110 prisonniers politiques. Septième actu, l'Union européenne a renoncé ce mardi à imposer aux constructeurs automobiles de passer au tout électrique en 2035. Elle a donc décidé de faire marche arrière sur son objectif initial d'intégrer
interdire complètement la vente de voitures thermiques neuves, donc à moteur essence ou diesel, en 2035. Cette interdiction, adoptée en 2022 dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, visait à aider l'Union européenne à tenir son engagement d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors, avec la nouvelle décision, les constructeurs pourront encore vendre un volume limité de véhicules thermiques ou hybrides après 2035, à condition de compenser les émissions de CO2 liées à ces dérogations, a précisé la Commission européenne, qui est donc l'une des principales instances de l'Union européenne. Stéphane Séjourné, le commissaire européen en charge de la stratégie industrielle et de la prospérité, a salué une approche pragmatique de l'Union européenne face aux difficultés rencontrées par l'industrie automobile. Plusieurs États et les acteurs de l'industrie automobile craignaient un choc économique et industriel. Cette décision doit encore être validée par le Parlement européen et les États membres. En tout cas, les défenseurs de l'environnement ont critiqué ce recul, estimant qu'il pourrait ralentir la transition vers les voitures électriques et nuire aux objectifs climatiques. Et enfin, on termine avec cette actu, la France a connu sa plus faible croissance démographique depuis la Seconde Guerre mondiale. Au 1er janvier 2025, elle comptait 68,6 millions d'habitants, soit 169 000 personnes de plus qu'un an auparavant. Alors si ce chiffre reste positif, c'est en grande partie grâce à l'immigration, le solde migratoire étant estimé à 152 000 personnes en 2024. Le solde migratoire correspond à la différence entre le nombre de personnes entrant sur le territoire et celles qui en sortent. Le solde naturel, quant à lui, qui est donc la différence entre le nombre de naissances et de morts, est au plus bas depuis 80 ans. En 2024, le solde naturel reste à peine positif, avec 663 000 naissances pour 661 000 décès. En cause, la baisse de la natalité. Il y a 15 ans, la France comptait 833 000 naissances par an pour 661 000 naissances en 2024. Parallèlement, le nombre de décès augmente chaque année et c'est notamment lié au vieillissement des générations issues du baby-boom, la période d'après-guerre, entre 1945 et les années 1960, où le nombre de naissances avait fortement augmenté. Merci beaucoup Léa. Alors je le disais, pour notre bande dessinée Hugo Décrypte en Russie, pour avoir le livret bonus, il vous reste quelques jours. Je vous mets le lien directement en description, ou autrement la bande dessinée est disponible partout. Désolé, j'en ai pas mal parlé ces derniers jours, mais forcément c'est près de 3 ans de travail de notre côté. Et voilà, c'est un projet dont on est fiers, donc c'est important pour moi de pouvoir vous en parler. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.